Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour participer à cette première conférence du cycle dédié aux finances publiques organisée par le programme Melchior de l'Institut de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder une question éminemment économique, sociale et qui cristallise un certain nombre de tensions dans le débat public, à savoir la question du financement des systèmes de retraite. Entre évolution démographique, mutation du monde du travail et attentes sociales fortes, la question des retraites est un sujet essentiel pour notre avenir collectif. Pour, en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants au profil et au parcours, différents mais néanmoins, complémentaires. Madame Anne Lavigne, vous êtes professeure de sciences économiques et spécialiste de, l'économie des systèmes des retraites et vous êtes autrice d'un livre, «L'économie des retraites» aux éditions La Découverte. Yves-Henri Cordeau, vous êtes secrétaire général de la CFDT, adjoint et vous êtes en charge du dossier des retraites et Jérôme Sennelier, vous êtes directeur général du groupe, Monceau Assurance. Merci d'avoir accepté de participer, à cette table ronde. Alors avant d'aborder, les voies de réforme et les débats, que cela peut susciter, je vous propose déjà, dans un premier temps de revenir, aux bases et d'expliquer, le fonctionnement des différents systèmes de retraite. Alors madame Lavigne, quelle est la différence entre un système par, répartition et un système par capitalisation? Sur quel modèle notre, système français est-il fondé? Et très concrètement, aujourd'hui, qui finance les pensions des retraités d'aujourd'hui? Alors, la différence entre la répartition et la capitalisation, c'est, une opposition qui renvoie au mode de financement des retraites. Heu et quand on parle de mode de financement des retraites, quand on parle de répartition, ce sont les actifs d'aujourd'hui, les gens qui travaillent, qui cotisent pour financer les pensions des gens qui sont retraités actuellement. Alors que dans un système par capitalisation, les actifs d'aujourd'hui financent leur propre retraite quand ils seront retraités. Et donc cette opposition entre capitalisation et répartition ne dit rien sur les droits à pension. On peut avoir un système qui fonctionne en répartition dans lequel finalement les droits à pension sont relativement faibles et symétriquement un système par capitalisation qui permettrait d'avoir des droits à pension qui sont très élevés. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que la répartition, c'est quand même un partage du financement de manière instantanée, que c'est nécessairement collectif, on ne pourrait pas avoir de la répartition individuelle, alors que la capitalisation, c'est un système de financement qui va introduire une dimension temporelle et qui peut être collectif ou individuel. Notre système de retraite en France, il est essentiellement fondé sur de la répartition. Et c'est un peu ce qui caractérise la France par rapport aux autres systèmes de retraite dans le monde, c'est que dans les autres systèmes de retraite dans le monde, il y a un socle en répartition en général et que les retraites professionnelles sont en général financées par capitalisation. En France, donc, on a la retraite d'un retraité aujourd'hui, elle est composée pour les salariés du privé de deux choses. Une pension de base en répartition qui est calculée selon un système d'annuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pension, elle est fonction du salaire que vous aviez quand vous étiez en activité, de la durée de cotisation, et ça fait à peu près votre niveau de pension. Et à côté de ça, vous avez une pension complémentaire qui fonctionne en points et qu'on appelle contributive. Ça veut dire que vous cotisez, vous achetez des points, et une fois que vous partez à la retraite, on calcule la somme totale des points que vous avez et on la convertit dans une pension. Pour finir sur quelles sont finalement les ressources du système de retraite en France, on a pour l'essentiel des cotisations, à peu près à 80%, ce qui permet de financer les retraites aujourd'hui, c'est 80% de cotisations qui pèsent sur le travail. Et puis on a un certain nombre d'impôts qui sont affectés au système de retraite et puis une fraction des cotisations sociales, de la CSG, cotisation sociale généralisée. Merci. Donc on comprend que dans le système de répartition, les actifs, d'aujourd'hui, cotisent pour les retraités d'aujourd'hui.
Monsieur Ricordeau, les syndicats sont souvent plutôt attachés, justement à cette gestion collective, à ce système de répartition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous dire, ce qu'il en est exactement de la position de la CFDT? Oui, tout à fait. La CFDT et tous les syndicats français sont très attachés au système par répartition. Le premier élément de cet attachement revient sur le fait que comme c'est un système qui fait que les travailleurs d'aujourd'hui cotisent pour payer tout de suite les retraités d'aujourd'hui, ceux qui ont une pension aujourd'hui, en fait, ça permet un élément qui pour nous est fondamental, les questions de solidarité intergénérationnelle. Donc du coup, il y a des générations qui font des choix de contribuer par rapport aux générations précédentes qui ont travaillé auparavant. Et donc, il y a un système entre générations qui perdure de cette façon-là. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le système par répartition, il est ce qu'on appelle contributif. C'est un système qui est, quand on est à la retraite, c'est en fonction de ce qu'on a fait dans sa carrière professionnelle. Il y a une fonction miroir. Donc c'est contributif. Cela étant dit, un système collectif permet aussi une solidarité entre la génération, à l'intérieur même de la génération de salariés. C'est-à-dire que ça permet, par exemple, de rééquilibrer ceux qui ont des toutes petites, tout petits revenus, tout petits salaires. Quand ils arrivent à la retraite, ils ont des pensions très, très, très basses. Dans un système collectif, on peut remonter le plancher des retraites et ça permet ces éléments de solidarité. Ces deux éléments essentiels qui font que en France, on a un degré d'attachement important à la répartition. Il est tellement important que du point de vue de la CFDT, il n'est pas remplaçable en l'état pour basculer vers un autre système. Par contre, ça ne veut pas dire que, il n'existe pas des choses à côté. Il faut aussi reconnaître, puisqu'on est dans une intervention à connotation économique, il faut aussi reconnaître qu'en France, avec un système de retraite par répartition très développé, il y a aussi un niveau d'épargne des Français qui s'est, développé à côté. Et donc la CFDT, elle est consciente de ça. Il y a dans les entreprises des systèmes complémentaires de retraite qui sont, eux, par capitalisation, uniquement dans les grosses entreprises. Et dans la fonction publique, sur le système indemnitaire, il y a aussi un système particulier qui est là aussi un système d'épargne retraite. Donc un très très gros socle sur la répartition qu'il faut préserver et il faut regarder à côté ce qui se passe. D'accord, merci. Alors justement, vous parlez de l'épargne. Monsieur Sennelier, pourriez-vous, nous parler des produits d'assurance retraite qui existent, aujourd'hui? Qu'est-ce qui les différencie des produits d'épargne, classiques et qui en fait des produits, justement des produits vraiment fléchés vers la retraite? Alors effectivement, dans l'épargne, on a des produits de retraite depuis un certain nombre d'années. La loi Pacte de 2019 avait instauré le plan épargne retraite qui est venu unifier toute une série d'anciens dispositifs qui existaient, hein, préexistaient. Ce sont les plans épargne retraite populaire qui avaient été créés en 2003, ou le contrat Madelin pour les travailleurs non salariés, ou qui est beaucoup développé dans le monde agricole aussi, qui avait été créé en 1994. Il y a dans les entreprises, hein, pour les contrats collectifs d'entreprise, les articles 83 ou tout ce qui est PERCO, ou encore les articles 39 qui sont souvent liés à des catégories professionnelles qui vont être plutôt développées dans les moyennes ou grandes entreprises, assez peu présents dans les petites entreprises. Donc il existe un certain nombre de dispositifs de cette nature qui ont tous été unifiés donc en 2019 avec le PER, où on a les différentes catégories, compartiments de retraite complémentaire, individuel, collectif ou obligatoire. Ça présente trois caractéristiques qui vont les différencier d'ailleurs de l'assurance vie en général. La première, c'est que c'est une épargne qui est bloquée. Et ça, c'est un élément important. Elle est bloquée jusqu'au moment où on va prendre sa retraite, avec des conditions avec la loi Pacte d'ailleurs, été un peu élargies, qui permettent de débloquer de façon anticipée dans certaines situations, notamment en cas de surendettement, en cas de chômage, en cas d'invalidité ou de décès, ou en cas d'acquisition de la résidence principale. Ça, c'est l'élément qui est venu en plus en 2019. La deuxième caractéristique qui est importante, c'est la sortie en rente. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir une rente viagère, ou non d'ailleurs, ou sortie en capital, de façon en une fois ou en plusieurs fois, avec ces dispositifs. Et la troisième, qui est aussi un élément important, c'est l'avantage fiscal. Aujourd'hui, quand vous souscrivez un contrat, un PER, vous avez la possibilité de déduire une partie de cette épargne de vos revenus imposables,
Bon, c'est plafonné. L'assiette des revenus imposables est plafonnée à 8 fois le, prélè- le, 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Et donc, ça, c'est un avantage fiscal qui est de 10%, qui est déductible de vos revenus. Voilà, donc c'est ces trois éléments, ce qui les distingue donc de l'assurance vie classique. C'est donc cet aspect temporel qui est très important, hein. Quand on est sur des contrats d'épargne classiques en assurance vie, en général, la durée d'un contrat, c'est 12,7 ans. Là, on va être sur des durées beaucoup plus longues. Ça a aussi de l'incidence d'ailleurs sur les actifs qu'on va pouvoir mettre en sous-jacent, en miroir de cet investissement, puisqu'on va les mettre sur des visions très lointaines, et donc avec une capacité pour l'assureur qui viendra assurer cet actif, de prendre du risque financier pour gérer la volatilité qu'il peut y avoir à un instant T. Mais comme on est sur des très grandes périodes, on absorbe cette volatilité avec le temps. L'autre différence, c'est qu'on vient vraiment sur un objectif de se constituer un revenu supplémentaire à la retraite, qui est un élément de plus en plus important aujourd'hui, puisque le taux de remplacement baisse un peu chaque année avec la retraite de base. Et donc, la durée de vie étant plus importante aussi, on a une vraie préoccupation des citoyens de se compléter sa retraite avec des revenus pour pouvoir maintenir un niveau de vie dans la durée avec ces dispositifs. Le mécanisme fiscal, comme je l'ai dit, et puis la protection du conjoint, puisque vous pouvez avoir des mécanismes de réversibilité dans le cadre de ces dispositifs. Il existe deux grandes catégories de PER. Donc, ce qu'on appelle la capitalisation individuelle, qui est du multi-support. Vous allez, en fait, ça va ressembler beaucoup à de l'assurance vie classique avec des fonds en euros, des unités de compte. Et puis, en général, on va avoir une gestion par horizon, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, vous allez avoir de plus en plus de fonds euros et de moins en moins d'unités de compte pour dérisquer votre portefeuille. Mais en fait, le risque, tant que vous êtes sur des unités de compte, il est sur la valeur de votre actif, elle est portée par l'assuré. Et il existe des dispositifs en points, qui est une capitalisation collective en fait, dans ces dispositifs-là, où là, il va y avoir une valeur du point qui va être assumée collectivement par tous ceux qui souscrivent, sachant que ça donne aussi une certaine visibilité sur la pension à laquelle on aura droit en complément, puisque on sait à tout instant quelle est la valeur du point et le nombre de points qu'on a acquis, donc la retraite à laquelle on aura droit au moment où on va prendre sa retraite. Jusqu'à la loi Pacte, cette valeur du point, elle était garantie par l'assureur, elle ne pouvait pas baisser. Nous, ça fait 70 ans qu'on fait ça, et depuis 70 ans, la valeur du point n'a jamais baissé. Alors pour les fonctionnaires, c'est l'acteur le plus connu dans ce dispositif, c'est Préfonds. D'accord, merci. Donc, on comprend que, il y a quand même la question de la prise en compte du temps et du risque sur laquelle on reviendra après. Maintenant qu'on est revenu sur les bases du fonctionnement des différents systèmes, je vous propose de, dresser un portrait du système français, actuel. Si, on devait effectivement faire un état des lieux, madame Lavigne, quels seraient, les chiffres clés à avoir en tête pour comprendre ce qui fait débat, ce qui suscite autant de débats dans les projets de réforme. Alors, si je devais partir d'un chiffre, pour moi, le chiffre clé, c'est quelle est la part de la richesse nationale produite chaque année qui est destinée à financer la pension des retraités. Et donc là, en France, on a une part des dépenses publiques de retraite dans le PIB qui est proche de 14%, ce qui nous situe dans le peloton de tête des pays européens, derrière la Grèce et l'Italie. Donc une part qui est plutôt importante, mais une part qui a tendance à augmenter moins vite dans notre pays que dans les autres pays, puisqu'on a une démographie qui est encore un peu favorable par rapport aux autres pays. Euh, Ces 14 points de PIB, ça représente 40% des dépenses publiques globales. Euh, En moyenne, dans l'Union européenne, c'est plutôt 12,5% de part des dépenses de retraite dans le PIB. Ensuite, deuxième chiffre qu'il faudrait avoir en tête, c'est le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. On est aujourd'hui à 1,8 cotisants pour un retraité et les projections du Conseil d'orientation des retraites
nous oriente vers un ratio de cotisants retraités de 1 à 1,4 cotisants pour un retraité à l'horizon 2070. Donc on a, du fait de la progression de l'espérance de vie, du fait du ralentissement de la fécondité, on a plutôt un ratio cotisant sur retraité qui a tendance à décroître. Après, est-ce que c'est une fatalité de se dire qu'on n'arrivera pas à financer le système de retraite par répartition? Non, parce qu'il y a deux moteurs dans le financement d'un système par répartition. Il y a effectivement le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités, mais il y a aussi les progrès de productivité. Et si un travailleur aujourd'hui est 2 fois plus productif qu'il l'était il y a 100 ans, eh ben, évidemment, ça contribuera au financement des retraites. Troisième série de chiffres qu'il faut avoir en tête, et peut-être que c'est les chiffres que les gens ont le plus en tête, c'est les âges de départ à la retraite. Hein, on dit qu'en France, on est un des pays dans lequel on part à la retraite le plus tôt. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que quand on parle de l'âge de départ à la retraite, on mélange beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on a le droit de liquider sa pension, donc de faire valoir ses droits à la retraite. En France, il était jusqu'à une période récente de 62 ans, et puis il a tendance il a été augmenté par la loi de 2023 par trois mois par génération, et donc il est figé maintenant à 62 ans et 9 mois. Et puis, on a ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote, qui est l'âge à partir duquel on peut avoir une retraite à taux plein au régime général, quelle que soit la durée qui a été cotisée. Donc, on part au taux plein. Le taux plein au régime général, c'est 50%. Ça peut prêter à sourire, mais effectivement, le taux plein, le taux de liquidation, c'est 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire qui vous donne la pension. Donc au régime de base, vous avez 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire quand vous partez à taux plein. Soit vous partez à taux plein parce que vous avez la durée d'assurance requise pour votre génération. Donc, par exemple, vous partez à 62 ans et 9 mois et 42 ans d'annuité, soit vous n'avez pas les annuités qu'il faut et donc vous attendez 67 ans et vous partez à taux plein. Euh, Autre élément important à avoir en tête, c'est l'espérance de vie à la retraite. Combien d'années en moyenne je peux espérer vivre une fois que je suis à la retraite? Il y a une différence entre les femmes et les hommes. Les hommes ont 23 ans en moyenne de retraite, les femmes ont 3 ans de plus, 26 ans. Les gains d'espérance de vie on continue à avoir des gains d'espérance de vie, contrairement à une idée reçue. On aurait tendance à dire que non, on a épuisé les gains d'espérance de vie. On continue à avoir des gains d'espérance de vie et il y a une étude récente de la Direction de la recherche et des études économiques des ministères sociaux qui montre que on a une espérance de vie en bonne santé qui s'accroît. Donc non seulement on gagne des années de vie, mais on gagne proportionnellement plus d'années de vie en bonne santé que d'années de vie en mauvaise santé. Deux derniers chiffres. Le taux de remplacement qui a déjà été évoqué, taux de remplacement, c'est ma pension, ça représente quoi de ma rémunération d'activité? En moyenne, le taux de remplacement en ce moment, il est à peu près de 75% pour des gens qui ont des carrières à peu près standards, ce que le Conseil d'orientation des retraites appelle les 4 types. Les projections du corps montrent que ce taux de remplacement va avoir tendance à baisser au fil des générations et qu'il ne sera plus que de 67% en 2070 si le système de retraite n'est pas modifié d'ici là. On peut quand même penser qu'il le sera. Et dernier chiffre que je vais évoquer, c'est le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population. Il y a dans l'imaginaire collectif encore une idée que les retraités sont pauvres. En fait, c'est pas vrai. Les retraités ne sont pas pauvres, en tout cas pas plus pauvres que l'ensemble de la population. Ils sont plutôt moins pauvres que l'ensemble de la population. Et le niveau de vie moyen des retraités, il est à peu près en ce moment à parité avec le niveau de vie de l'ensemble de la population.
Merci, c'est très intéressant. Alors, effectivement, donc on comprend que le taux de remplacement, risque de diminuer. Du coup, monsieur Sénélier, par rapport à ça, les Français sont-ils prêts? Est-ce que les Français capitalisent déjà? Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays? Et quel est aujourd'hui le profil de vos clients? Qui en fait, aujourd'hui, a déjà une retraite surcomplémentaire? Alors, la France, c'est quand même un système qui est largement dominé par le dispositif par répartition. Donc, aujourd'hui, les chiffres, en tout cas France Assureur, c'est qu'on a à peu près 7 à 10 des revenus des retraités qui sont issus proviennent de la capitalisation. Par contre, la tendance, effectivement, elle est à la croissance en termes de progression de la capitalisation dans la constitution de l'épargne par les Français, notamment pour les raisons qui ont été évoquées, hein, qui est ce taux de remplacement qui baisse et qui est bien perçu comme étant une menace sur l'avenir. Sachant que, de façon un peu caricaturale, mais le modèle traditionnel de la constitution de son épargne pour la retraite, c'était de devenir propriétaire et donc de faire baisser la dépense contrainte, de ne plus avoir de loyer, d'avoir assumé son crédit au moment où on prend sa retraite, et donc de pouvoir absorber cette dépense, enfin cette baisse du taux enfin ce taux de remplacement qui fait baisser un peu le pouvoir d'achat par le fait qu'on a des dépenses contraintes qui diminuent. Le modèle actuel, il est quand même un petit peu différent, puisqu'on voit bien que notamment la capacité d'acquisition de l'immobilier, enfin, dans l'immobilier est devenue beaucoup plus difficile, que la dépense contrainte a augmenté ces dernières années de façon importante. Et donc, cette préoccupation de maintenir son pouvoir d'achat, elle est ressentie à travers une augmentation, un chiffre. En 2025, c'est 1 million de nouveaux souscripteurs sur des plans épargne-retraite. Et c'est à peu près 11 millions de Français qui ont déjà souscrit un plan épargne-retraite avec un niveau de provisions qui sont constituées autour de l'épargne-retraite qui est de un peu moins de 300 milliards. C'est 290 milliards fin 2024. On n'a pas encore les chiffres à fin 2025. Et c'est pas mal par des dispositifs particuliers, mais aussi entreprises. Il faut avoir en tête que bien évidemment, on va avoir un phénomène de constitution de ces retraites qui va être de plus en plus important en fonction qu'on avance dans l'âge et dans la carrière, notamment parce que les incitants sont fiscaux. Et donc, il faut être imposé pour que ce soit intéressant. Or, il y a quand même la moitié des Français des foyers fiscaux qui n'ont pas de niveau d'imposition. Donc, eux n'ont pas cet élément-là. Et si on compare à l'épargne, en général, il faut mettre ces 300 milliards en face des 2100 milliards d'encours qui existent sur l'assurance vie en général en France. Donc, on voit qu'il y a encore une masse de progression très importante. Sachant que l'intérêt pour l'économie en général, c'est que, je le redis, hein, quand on investit dans ces dispositifs de capitalisation pour la retraite, eh bien en fait, on investit sur du temps long, puisque les investissements qu'on va faire au niveau de l'assureur, ils peuvent s'inscrire sur cette durée très importante, puisque ce sont des actifs qui vont rester longtemps immobilisés par l'assuré. Là où sur l'assurance vie, ça l'est un petit peu moins. Voilà. Euh, Ça a été dit par Madame Lavigne tout à l'heure sur le poids des retraites par répartition dans le PIB français. La partie capitalisation, c'est moins de 5%. C'est beaucoup moins, hein. Là où il y a des pays comme les Pays-Bas, je crois que c'est 47%. Donc on est très, alors en retard, je ne sais pas, mais très différent des pays européens, avec trois principales raisons, hein. Je crois qu'il y a quand même un attachement culturel qui a été très fort au dispositif par répartition et qui tire l'idée que c'est le seul qui fait sens en termes de solidarité. Je voudrais juste rappeler que le dispositif en point, il y a un dispositif de solidarité, mais sur l'instant, sur la projection future, puisque la première solidarité qui existe dans ces dispositifs, c'est sur la courbe de mortalité. Ceux qui vont prendre leur retraite et vivent moins longtemps que ce qu'on pouvait estimer vont contribuer à partager leur richesse avec ceux qui vont vivre plus longtemps. Donc il y a aussi une solidarité qui existe dans les contrats collectifs de cette nature. Il y a la difficulté à faire des réformes, hein, qui est une caractéristique assez forte autour de la retraite.
Et puis le mécanisme incitatif, comme je disais tout à l'heure, fiscal, qui ne touche qu'une catégorie de la population. Donc, avec historiquement un dispositif sur le taux de remplacement était quand même plus généreux. C'était un dispositif généreux qui baisse. Vous avez dit 75% aujourd'hui, mais je crois qu'il y a quelques années, on était encore proche de 80% dans les années 80-90. Donc, on avait des taux de remplacement qui étaient élevés. Ils se dégradent. Ça a été expliqué pourquoi. Chez nous, chez Monceau Assurance, la proportion, l'élément qui peut être intéressant de regarder, hein, c'est que c'est vraiment entre 30 et 50 ans que les gens vont être les plus mobilisés pour commencer à se constituer ces plans épargne retraite. Entre 18 et 30 ans, on va avoir 18% de la population. Enfin, en tout cas, c'est 18% de notre portefeuille. Et on a des gens après 50 ans qui constituent, qui se mettent aussi à faire leur plan épargne retraite aujourd'hui. Voilà. Merci pour, cette illustration, du cycle de vie de l'épargne. Alors on a parlé de points de PIB, de taux de remplacement, on a beaucoup parlé de chiffres. On aborde cette question sous l'angle des chiffres, mais, monsieur Ricordo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand on parle de déficit et de soutenabilité, qu'est-ce que ça vous évoque? Et d'après vous, sous quel angle faudrait-il, aborder, cette question de la réforme des retraites? À partir du moment où, la question des retraites, représente la moitié, du financement de la protection sociale dans notre pays et un quart des finances publiques, c'est, évident qu'il y a une question financière qui est posée quand on aborde cette question-là. Donc, en ça d'ailleurs, l'état des lieux qui a été fait par madame Lavigne, est partagé par la CFDT. C'est des données, objectives. Mais la première question des retraites n'est pas une question économique, pas une question financière et pas une question de déficit. La première des questions, c'est que c'est une question de protection sociale. D'ailleurs, les retraites ont été créées au tout départ, en termes de système généralisé, pour faire en sorte que dans notre pays, comme dans les autres pays, la question de que deviennent les personnes qui ne sont plus en situation de travailler mais y vivent toujours, comment on les accompagne dans cette période-là. Donc la question, c'est quelle est la mission qu'on assigne au système de retraite. Et là, la CFDT pose une question essentielle, c'est en fait, quand on veut aborder la question des retraites, la première question à aborder en France, c'est pourquoi les travailleurs voient les systèmes de retraite comme un Eldorado de la carrière professionnelle. On a quand même, dans l'inconscient collectif, le fait de dire vivement que je sois à la retraite. Ça signifie quelque chose par rapport à la carrière professionnelle. Et donc, la première question sur les retraites pour la CFDT, c'est la question du travail. Et c'est un élément qui est complètement normal, puisque la protection sociale est un système qui assure les travailleurs par rapport à un risque, et là, en l'occurrence, le risque vieillesse. Et donc, il faut absolument qu'on aborde, quand on aborde la question des retraites, qu'on aborde la question du travail. Et c'est ce qui n'a pas été fait lors des dernières réformes, où systématiquement, on a présenté les réformes comme une question budgétaire. Bah, pour l'ensemble des individus, la question de la retraite est d'abord une question de perspective de vie, alors, en activité et post-activité, avant d'être une question financière. Donc ça me semble être fondamental, ce d'autant plus que ça embarque des questions qui sont: quels sont les postes de travail? Et donc, bah, tous les salariés dans notre pays ne sont pas exposés de la même façon, en fonction de leur poste de travail, à des conditions de travail qui peuvent altérer la santé et donc altérer la question de la perspective à la retraite. Donc le premier point, fondamental pour la CFDT, c'est si on veut aborder l'avenir des questions de retraite, il faut aborder la question du présent en situation de travail. Sinon l'articulation ne se fait pas et ça fonctionne pas. Donc, d'ailleurs, il y a un élément qui est évident de ce point de vue-là, c'est, vous avez eu raison d'aborder la question des âges de départ à la retraite. Il y a une question en filigrane de la question des âges de départ à la retraite, c'est quelle est la situation des personnes la veille de partir à la retraite? Et dans notre pays, il y a quasiment une personne sur 2 qui n'est pas en situation de travail au moment où elle bénéficie de son départ à la retraite et donc, elle bénéficie de sa pension de retraite. Donc comme quoi l'articulation, elle est, très importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr, c'est ce que je disais en introduction, il y a une question financière.
À partir du moment où ça pèse 14% du PIB, que ça représente environ 400 milliards d'euros annuels dans notre pays, c'est évident qu'il faut regarder cette question-là de près. Et donc, on le fait d'autant plus facilement au niveau de la CFDT que, par essence même, la question de la protection sociale, de façon globale, et la question des retraites en particulier, doivent vérifier un équilibre financier. Alors, c'est pas grave si le système est en déséquilibre une année ou deux et se rééquilibre après. C'est un problème, y compris pour une organisation syndicale, d'avoir un système qui est en déséquilibre structurel. Ça veut dire que le pari qui est fait collectif, de dire, OK, je cotise aujourd'hui, je donne mes cotisations aux retraités d'aujourd'hui, mais moi j'en bénéficierai à mon tour. Si jamais il y a un déficit structurel, là, il y a une part du contrat qui peut être un peu aléatoire. Et donc cette question-là, elle se pose. Et pour une organisation syndicale, on s'investit régulièrement dans les concertations avec le gouvernement et les organisations patronales pour faire en sorte que l'avenir du système de retraite soit possible. Et dernier point, là-dessus, je suis complètement d'accord avec les chiffres qui ont été donnés. Et au niveau de la CFDT, on le dit assez clairement, c'est il n'y a pas le feu à la maison retraite. On est lucide, puisque je viens de vous dire qu'il faut regarder la question de l'équilibre financier. On a un besoin, les dernières fois, on a envisagé l'avenir des retraites, c'est un besoin de 6 milliards d'euros annuels à l'horizon 2030. Euh, sur le budget que j'ai symbolisé schématiquement à 400 milliards d'euros annuels, vous voyez que ça représente quelque chose, que ce n'est pas non plus euh, euh, complètement déséquilibré de façon structurelle. Et je rajoute de ce point de vue-là deux éléments qui me semblent être importants. C'est le bilan financier du système par répartition 2024 est en léger déficit si on ne prend pas les éléments financiers, de rapport financier, puisque le système des retraites a des réserves, du coup, on bénéficie d'excédents financiers. Il est en déficit si on ne les prend pas en compte, il est en bénéfice en 2024 si on les prend en compte. Et autre élément important sur le système que de répartition, c'est si on faisait un bilan comptable à date du système de retraite, on aurait un bilan positif de 200 milliards d'euros en 2025, en disant il y a plus de patrimoine de 200 milliards d'euros annuels. Donc comme quoi on est en capacité de gérer l'avenir du système de retraite en prenant des décisions, en étant lucide, mais en n'étant pas non plus catastrophiste sur les perspectives. Et dernier point, c'est on parle souvent des retraites de façon généraliste. En fait, notre système, il est plus complexe que cela. Il y a un système privé, il y a un système public. Dans le système privé, le système de base est un système qui est actuellement en déficit, mais le système complémentaire géré par les organisations syndicales et les organisations employeurs est un système qui est en bénéfice. Et dans la fonction publique, il n'y a pas de question qui se pose sur la fonction publique d'État, parce que du coup, c'est l'employeur qui paye directement les pensions, et donc du coup, il n'y a pas de caisse de retraite. Mais dans la caisse de base, la CNRACL, elle est en déficit actuellement. Mais par contre, l'IRCANTEC, la complémentaire, est, elle, en voyant vert. Donc vous voyez qu'on est dans un système où il y a des questions qui se posent, avec des sommes importantes qui sont en jeu, mais sur lesquelles on est en capacité de faire ce qui a été fait ces dernières décennies, c'est-à-dire ajuster le système pour faire en sorte qu'il continue à produire un élément important. On fait partie du haut de la classe au niveau européen, je suis d'accord par rapport à ce que disent le classement européen, mais sur le niveau de vie des retraités, on fait aussi partie des rares pays qui sont capables de dire, quand on est à la retraite, on a un niveau de vie voisin de quand on est actif. Je trouve que c'est un résultat qui est quand même plutôt pas mal. D'accord, merci. Je vous propose maintenant, d'aborder justement les voies de réforme possibles et les débats, que ces projets de réforme suscitent. Alors, monsieur Ricordeau, justement, vous avez, enfin, la CFDT, hein, a parlé de, victoire sociale après, la suspension de la réforme. Pourquoi? Parce qu'on s'est opposé au niveau de la CFDT, comme toutes les organisations syndicales, à la précédente réforme, la réforme de 2003, sur lesquelles, en 2003, il y a eu le mouvement social, les manifestations les plus importantes qu'on ait connues ces 40 dernières années. Donc c'est bien que dans notre pays, il y a une rupture qui s'est passée à ce moment-là, alors qui a des fondements qui débordent la question des retraites, mais sur la question des retraites, il y a eu un ras-le-bol qui s'est exprimé. Et en fait, l'opposition de la CFDT sur
la dernière réforme, elle repose sur un élément qui est essentiel, c'est que bien sûr qu'il faut adapter le système de retraite, je viens d'en faire la démonstration sur les enjeux d'avenir, mais quand on prend des décisions, il faut que les décisions, elles soient concertées, ce qui a globalement quand même pas beaucoup été le cas, et qu'elles soient comprises comme étant justes, qu'il y ait de la justice sociale. Or, le choix a été fait à ce moment-là de décaler uniquement l'âge de départ à la retraite, le fameux 62 ans dont qui devait aller aux 64 ans et qui s'est arrêté aux 62 ans et 9 mois pour l'instant, parce que la réforme est suspendue. Pourquoi on s'est opposé à ça? Parce que c'est le critère le plus inégal. Il fait payer la facture à ceux qui ont eu les études les plus courtes, qui rentrent le plus rapidement sur le marché du travail, qui cotisent le plus longtemps et sur lesquels uniquement à eux, on leur demande de contribuer 2 ans de plus. C'est ça qui a fondé socialement l'opposition à la précédente réforme. Donc la suspension est une bonne nouvelle parce que du coup, ça arrête ce curseur-là. L'autre élément qui est important, c'est que du coup, c'est une suspension. Ça veut dire que le dossier, aujourd'hui, s'est arrêté pour être repris dans le bon sens. Et repris dans le bon sens, pour la CFDT, il y a 2 enjeux qui sont, essentiels. Le premier, c'est de dire: «Bah, parlons travail et puis on aborde les questions des retraites». Donc, ça, c'est le premier élément et le deuxième élément, c'est on ne pourra pas jouer à l'avenir sur un seul paramètre. Il faut jouer sur les différents curseurs pour faire en sorte que le système soit mieux, piloté à l'avenir. En fait, il y a, un changement de logique à opérer sur la question des retraites, sur lesquelles la CFDT s'est beaucoup investie sur les dernières, concertations et va continuer à le faire. On est, on va connaître dans notre pays un cycle de concertation important à travers une conférence travail, emploi, retraite, qui pour la première fois va articuler les 3 dimensions pendant quasiment toute l'année, 2026. Et donc ça, c'est un élément qui va être, important pour, prendre les bonnes décisions. Je le dis parce que la question de la suspension, c'est aussi une bonne nouvelle d'un point de vue démocratique. Euh, il y a un enjeu essentiel de faire en sorte de bien présenter les choses, de bien présenter les choix à faire. Si la réforme est suspendue fin 2025 jusqu'au 1er janvier 2028, c'est tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous de 2027 à travers la présidentielle qui permette un débat public pour bien poser les choses. En fait, il s'est passé 2 éléments sur lesquels la CFDT est en désaccord en 2023. C'est on nous a présenté une réforme des retraites parce qu'il y avait un énorme problème sur la question des retraites. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on en a fait la démonstration sur la réalité de l'état des lieux financiers des questions des retraites. C'était pas la peine d'avoir une réforme brutale comme ça. En fait, la réforme des retraites de 2023 a été une réforme des finances publiques et pas des systèmes de retraite. Je dis pas qu'il faille pas parler des finances publiques, mais du coup, on le présente comme ça. On ne le présente pas à l'envers. Et le deuxième élément, c'est que démocratiquement, des réformes de cette nature-là, ça doit se débattre. Il doit y avoir de la concertation, il doit y avoir de la délibération. Et ça ne peut pas passer en force comme la démonstration a été faite. Et donc, du coup, c'est possible de le faire dans notre pays. Je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut combattre. C'est quand on regarde l'histoire des réformes des retraites ces 20 dernières années, il y a une réforme sur deux qui a été au bout parce qu'elle s'est faite sur le ton de la concertation et la CFDT les a accompagnés. Donc comme quoi, ce n'est pas un sujet tabou. S'il est bien présenté, il y a matière à le faire. Et pour la CFDT, il y a un enjeu essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que on aille plus loin sur les éléments de convergence sur les systèmes de retraite pour faire en sorte que quand on est salarié du privé ou salarié du public, on a des règles voisines et surtout on n'est pas pénalisé à chaque fois qu'on passe d'un système à l'autre, ce qui est le cas aujourd'hui avec ce qu'on appelle la situation des polypensionnés. Les inégalités pour les polypensionnés, les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est sans doute les deux principaux éléments sur lesquels il faut améliorer le système par répartition. D'accord. Hem, Madame, Anne Lavigne, d'un point de vue économique, la réforme, semble quand même, nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si oui, quels sont les leviers, sur lesquels il serait possible d'agir? Alors, je dirais pas que la réforme est nécessaire, je dirais une réforme est nécessaire. Si je reviens sur la réforme de 2023 dont a parlé Yvan Ricordeau, en gros, quand vous devez équilibrer un système de retraite par répartition, vous pouvez agir sur le niveau des pensions, sur le niveau des cotisations, et puis sur
allez, le nombre des retraités par rapport au nombre d'actifs ou l'inverse, enfin peu importe, des choses qui tournent autour de l'âge de la retraite ou de la durée de cotisation. Alors, sur les cotisations, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Pas énormément. Par exemple, le comité de suivi des retraites, il peut faire des suggestions de modifier le taux de cotisation, mais s'il propose une réforme, le taux de cotisation ne doit pas dépasser 28%. Il se trouve qu'on est à peu près à 28%. Donc, cette marge de manœuvre, elle n'est pas possible. En tout cas, elle est difficile. Euh, Ensuite, vous pouvez baisser les pensions. Et vous pouvez, théoriquement. Mais là, on voit bien qu'il y a une grosse difficulté. Et la difficulté, là aussi, théoriquement, c'est facile à faire. Il suffirait de geler les pensions, voire de les baisser. Mais la pension, c'est une promesse. On est dans un système par répartition où le système vous donne un droit à pension. Et ce droit à pension, c'est la pension à la liquidation. On vous dit, si vous avez atteint tel âge, si vous avez cotisé pendant cette durée, votre pension sera égale à 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire si vous avez la durée d'assurance requise. Et ensuite, on vous dit, et c'est une promesse, votre pension, elle sera indexée sur l'évolution des prix. Si on gèle les pensions ou si on les réduit, on rompt cette promesse-là. Et donc là, c'est le contrat social avec lequel on rompt. Donc pour moi, ça me paraît difficile de dire aujourd'hui aux gens qui sont actuellement à la retraite, bah, vous avez vécu une belle vie, et c'est vrai qu'ils ont plutôt vécu une belle vie, et maintenant il faut payer, bah oui, mais c'est rompre le contrat social. Peut-être qu'on peut faire des choses, non pas à l'intérieur du système de retraite, mais dans le système fiscal, c'est-à-dire revenir sur euh, des, de la fiscalisation, par exemple des taux différenciés de CSG entre les actifs et les retraités. Est-ce que ça se justifie pour un même niveau de revenu? Est-ce qu'on a deux taux différents? Là, ça me paraît être un levier d'action possible. Alors, si je reviens sur l'âge et la durée, euh, est-ce qu'on va pouvoir encore remettre l'âge sur la table? Ce qui était brutal dans la réforme de 2023, c'est qu'on a modifié avec un pas assez grand, donc une augmentation de 3 mois par génération, euh, la montée en charge de l'âge de départ. On passe de 62 ans, qui est effectivement en comparaison internationale un âge d'ouverture des droits faible. On passait de 62 à 64 ans en l'espace de, je ne me rappelle plus, 6 ou 8 générations. Et donc là, c'était extrêmement brutal et on annonçait ça à des gens qui étaient quasiment prêts à partir à la retraite l'année suivante. Alors que dans tous les pays du monde, quand on fait une réforme des bornes d'âge, on l'annonce à peu près 20 ans à l'avance, et je ne dis pas que ça passe crème. Et quand je discute avec mes collègues finlandais, ils disent bah, nous aussi on râle quand on nous augmente l'âge de départ. Mais si vous dites à quelqu'un qui a aujourd'hui 30 ans, vous lui dites ben, toi tu partiras à la retraite non pas à 64 ans, mais à 64 ans et 3 mois, bah, quand on vous l'annonce à 30 ans, c'est quand même beaucoup moins brutal. Donc la suspension de la réforme, peut-être que c'est un soulagement pour toutes ces personnes à qui on avait dit, notamment la génération 65 qui était la plus pénalisée. 65 et 66, c'était vraiment les deux générations qui prenaient cher avec non seulement l'augmentation de la durée de cotisation, mais également l'augmentation de l'âge de départ. Donc pour elles, c'est un soulagement. Néanmoins, je pense que la suspension crée une incertitude. Et cette incertitude, on va la retrouver en 2027. Et comment est-ce qu'on va reprendre le fil de la réforme en 2027? Pour moi, si on doit faire une réforme, notre système de retraite, il souffre de cette articulation un peu bizarre entre le régime de base et le régime complémentaire, premier point. Et deuxième point, les coups d'accordéon qu'on met à chaque réforme des retraites. Alors que dans plein de pays, on instaure des mécanismes de pilotage automatique ou semi-automatique qui font que les gens savent si tel indicateur est dépassé, on met en place ceci. Nous, on est toujours en réaction et pas en prospective. Et je pense que c'est ça à peu près l'avenir d'une bonne réforme. Si je prends un seul exemple, ce serait d'indexer l'âge de départ à la retraite sur les progrès d'espérance de vie. Je dis à mes étudiants, en moyenne,
on a un an d'espérance de vie gagnée tous les 10 ans. Donc en moyenne, mes étudiants, ils vivront 4 ans de plus que moi. Eh ben, c'est pas absurde de se dire que sur ces 4 ans, ils en passeront peut-être 2 ans et demi, 3 ans de plus en activité par rapport à moi. Voilà. D'accord. Merci. Alors, monsieur Sénélier, comment, la privatisation des retraites, hein, pourrait-elle, tenir compte, en fait, de ces différents, enjeux qui ont été soulevés? L'épargne individuelle vous semble-t-elle être, la la solution? Et en même temps, comment, s'adapter à la diversité, des épargnants qui ont eu, des carrières diverses? Je voudrais pas opposer le dispositif qui existe par répartition, qui est régalien et qui aujourd'hui répond, enfin couvre l'essentiel des retraites, et puis le système privé. Notamment parce que à travers, dans les enjeux économiques qui sont les nôtres pour la France, à travers la constitution d'une épargne importante dans les contrats retraite qui sont sur des durées longues, voire très longues, on a la capacité à investir dans l'économie réelle, à prendre du risque financier, et cet investissement, il est vertueux pour créer de la richesse. Dans tous les modèles qu'on peut discuter, que ce soit par répartition ou par capitalisation, pour pouvoir constituer de l'épargne, pour pouvoir payer des pensions, il faut créer de la richesse. Et cette richesse, il faut qu'on puisse après la récupérer. Or, on est quand même dans un monde très mondialisé, même s'il y a du protectionnisme qui se développe aujourd'hui. Et donc, on a en face de nous des pays, notamment anglo-saxons, qui, eux, ont développé depuis longtemps des fonds de pension importants, qui achètent et qui investissent dans notre économie pour capter une partie de cette richesse, pour payer les retraites dans leur pays. Je trouve que c'est dommage que nous, on ne se dote pas d'outils aussi significatifs pour permettre de conserver cette richesse en France. C'est vrai d'ailleurs aussi bien pour la partie investissement économique que la dette. La dette française est détenue à plus de 50% par les pays étrangers, ce qui veut dire que les intérêts qu'on paye, ils partent à l'extérieur de la France. Là où, là encore, je vous donne un ordre de grandeur, hein, mais nous, sur les pensions, enfin sur les contrats de retraite que nous gérons, on a à peu près 30%, ça va être de l'immobilier, donc potentiellement de l'habitation, des bureaux, des choses comme ça qui vont être investies sur du très long terme. C'est 25%, c'est des actions, donc on investit dans l'économie européenne principalement, et c'est aussi des obligations. Alors c'est des obligations indexées, mais c'est des obligations, donc on soutient aussi la capacité des États, pour une partie, pas que, et obligations privées et publiques, à s'endetter et donc à investir et à faire de la croissance. Donc c'est pour ça que je ne veux pas les opposer, simplement mettre en exergue la richesse d'avoir des dispositifs qui viennent se compléter et l'enjeu qu'il peut y avoir à favoriser aussi, ou en tout cas à promouvoir la retraite par capitalisation, parce que cette capitalisation, elle contribue à faire de la à créer de la richesse qu'on redistribue derrière. D'accord. Et finalement, comment, vous gérez ce risque finalement qui est, inhérent, au marché financier? Parce que quand on place son épargne sur des actions, il y a toujours, un risque. Alors on entend qu'il y a une volatilité à court terme et une tendance a priori, haussière à long terme, mais c'est quand même, il y a quand même des risques. Comment vous voulez le gérer, ce risque? Deux facteurs, la diversité et la durée. La diversité, plus vous allez diversifier vos types d'actifs, mieux plus vous allez atténuer la volatilité propre à un actif avec la diversité. Et la durée, si vous dézoomez les courbes qu'on vous présente tous les jours sur la bourse, par exemple, qui ressemblent à des dents de scie très erratiques, si vous dézoomez beaucoup, beaucoup, ça te ressemble beaucoup à une courbe qui monte, hein. Et donc, quand vous êtes sur des longues durées, vous avez quand même, quand on parle de la retraite, on peut parler de durées qui sont de 40, 60 ans. Et bien, en fait, vous avez cette capacité à gérer ce risque dans le temps. D'autant plus que si vous avez des gens qui continuent à amener des actifs dedans, vous avez de la richesse qui alimente, de la liquidité qui vous permet de payer les pensions, et des actifs qui peuvent rester immobilisés et passer les crises. D'accord. Pour,
terminer, il nous reste encore quelques minutes. Je vous propose une série de petites questions, rapides, de questions flash. Je vous propose, si possible, de répondre par oui ou par non, ou en un mot, à ces questions. Madame Anne Lavigne, faut-il travailler plus longtemps? Alors, bah, de ce que j'ai dit, plutôt oui, en indexant la durée du travail sur les progrès d'espérance de vie, mais en tenant compte des capacités de chacun. Tout le monde n'a pas la capacité de continuer à travailler à âge élevé, donc tenir compte de la pénibilité, tenir compte des conditions de travail et d'un mal dont souffre la France, qui est le management. Qui serait, le plus, pénalisé par, un report de l'âge de départ, monsieur Ricordeau? Toutes les personnes qui, commencent à travailler, avant et jusqu'à 20 ans. Heu, Aujourd'hui, on a un critère, alors tout le monde se focalise sur la question de l'âge, mais il y a un autre critère qui s'appelle la durée de cotisation et donc en fait, vous faites le calcul de, 20 ans plus 43 ans de cotisation, ça fait 63 ans. Tous ceux qui ont commencé avant, bah, sont pénalisés. Si vous repoussez l'âge légal, il y a qu'eux qui contribueront plus. Donc, c'est cette question de justice qui est posée. Et juste un petit complément par rapport à la question d'avant, il n'y a pas que la question de travailler plus longtemps. Il y a la question de travailler plus avant plus longtemps. On a une particularité française, c'est le mauvais taux d'emploi des jeunes et des seniors. Et si on avait un meilleur taux d'emploi sur ces 2 catégories-là, on aurait une question de financement qui serait largement améliorée sur la question des retraites. D'accord. Monsieur, Sénélier, doit-on s'inquiéter du contexte économique international pour nos retraites? Oui et non. Quand on le regarde à un instant T, ben, forcément oui, puisque si la crise économique, est forte, la capacité à verser, les pensions peut être affaiblie. Si on se projette dans le temps, on encaisse historiquement, les crises et donc plus on sera dans des visions lointaines, plus c'est facile, d'atténuer l'effet, des crises économiques. D'accord. Une, dernière question, un peu délicate, mais peut-on dire que les actifs, d'aujourd'hui et encore plus, ceux de demain seraient, sacrifiés face, à des baby boomers qui auraient été, trop favorisés? Alors je donne la parole à madame Lavigne, mais si vous voulez, Alors, je ne intervenir. sais pas si c'est trop favorisé. Il y a un indicateur qu'on pourrait avoir en tête, c'est celui du taux de rendement interne, c'est-à-dire de comparer ce que chaque génération a cotisé dans le système et combien elle a retiré. Et il se trouve que les générations du baby-boom, par plein de critères, les critères d'âge, ils sont partis plus tôt, ils sont partis à 60 ans, ils avaient au cours de leur vie plutôt des taux de cotisation qui étaient plus faibles. Donc en termes de taux de rendement interne, les générations du baby boom, elles ont un taux de rendement interne qui est supérieur aux générations actuelles, au moins en projection. D'accord. Alors on a, une question puisqu'on parlait de l'âge de départ à la retraite. Donc on a un spectateur qui nous demande, la part des individus quelle est la part des individus de 59-64 ans qui ne sont ni en emploi ni en retraite? Est-ce que vous en tout cas, on a compris que c'était une problématique par rapport effectivement au recul de l'âge de départ à la retraite. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est globalement le chiffre à retenir, c'est qu'il y a alors c'est pas tout à fait la réponse, parce que c'est ni en emploi ni en retraite. Le chiffre qui est le plus maîtrisé, c'est au moment de partir à la retraite, il y a une personne sur 2, un peu plus d'une personne sur 2 seulement qui est en emploi. Donc ça veut dire que les autres personnes sont soit au chômage, parce qu'on a eu une culture, de départ, au bénéfice de l'assurance chômage pour, faire un peu un pont entre le travail et puis la retraite, ce qui est quand même le curseur que l'emploi des seniors a pas été super bien traité, dans les entreprises, depuis pas mal de temps. Et puis on a des personnes qui sont pas en capacité de travailler au moment de partir à la retraite, ce qui est l'élément, de la question de la pénibilité. Et donc vous avez des personnes qui sont en invalidité et qui sont en maladie parce que, du coup, l'âge de la retraite est dès aujourd'hui pas compatible avec leurs conditions de travail. Donc le chiffre à retenir, c'est, environ 1 sur 2 en situation d'emploi au moment de partir à la retraite.
Une autre question, pouvez-vous rappeler le poids des dépenses de retraite dans l'ensemble des dépenses sociales d'une part et dans l'ensemble des dépenses publiques d'autre part? Donc j'ai dit tout à l'heure, 40 de l'ensemble des dépenses publiques, des dépenses sociales, c'est, un À peu près la moitié. voilà. Pardon, avec le micro, c'est à peu près la moitié. Merci. Une, dernière question de conclusion, puisqu'il y a peut-être, des lycéens ou en tout cas des enseignants qui s'adresseront à des lycéens, qui nous regardent. Si vous aviez un message à leur adresser, donc ce sont des jeunes qui entreront bientôt, sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous voudriez, leur dire? Monsieur Ricordeau. Si on se fie à 2 lieux communs, quand on parle des retraites, on dit souvent, pour les jeunes. Alors déjà parler pour, c'est toujours un exercice, ardu, mais on dit pour les jeunes, c'est, heu, en fait, on s'y intéresse pas et quand ça sera pour nous, ça n'existera plus. Moi je là-dessus, je veux dire 2 choses, ça nous intéresse pas. Je trouve que quand on est jeune, quand on est, lycéen, qu'on va bientôt regarder les questions de début de vie active, c'est bien de commencer à s'intéresser à sa vie active avant de se projeter à la retraite. Je trouve que c'est assez naturel d'avoir ce réflexe-là, me semble-t-il, et c'est plutôt bon signe. Ça ne sera pas pour nous. Là-dessus, moi, je fais le pari de la confiance collective, de faire des bons choix pour bien adapter les systèmes de protection sociale. Ça se disait déjà il y a 20, 30 ou 40 ans. Systématiquement, quand on est jeune, on se dit une perspective à 40 ans, c'est très loin et le pari pour nous ne marchera pas. Eh bien, si la retraite par répartition, elle est assez solide pour faire en sorte que les lycéens qui vont sortir du lycée, qui vont, après peut-être des études un peu plus prolongées, rentrer sur la vie active, le pari peut marcher pour eux. Il faut faire les bons choix collectifs. Merci. Moi, il se trouve que j'ai des étudiants et donc des étudiants en apprentissage et quand ils me disent: «La retraite, on n'en aura pas», je leur dis: «Bah, si vous prenez ça au sérieux, vous mettez 30 de votre, salaire de côté» et ils me disent: «Bah, non» et bah, donc ça veut dire qu'implicitement, vous avez confiance dans le système et moi, je conclurai avec une phrase qui est pas de moi, mais que j'aime bien: «Je ne connais pas de meilleur investissement que celui qui consiste à mettre du lait dans des bébés». C'est C'est vrai que Churchill. c'est vrai que ça marche pour les retraites. Merci, monsieur Sénélier. Je ne sais pas quoi rajouter après ça, hein. Si ce n'est que peut-être pour les jeunes générations, je pense qu'on est encore plus efficace dans ce qu'on fait dans l'instant T quand on regarde loin. Et que quelle que soit la perception qu'ils peuvent en avoir, même si la tentation c'est d'être dans l'instant présent, c'est toujours une richesse de se projeter. Et donc se projeter jusqu'au bout de sa carrière professionnelle, ça peut avoir du sens aussi. La préparer et avoir confiance dans ce qu'on va faire, ça a du sens aussi. Merci, merci d'avoir, participé à cette table ronde. Merci de nous avoir suivis et on espère qu'on vous a apporté quelques clés de compréhension et on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, du cycle, dédié aux finances publiques qui portera cette fois-ci sur les déficits et la dette publique. Merci.